Aujourd'hui, on va parler avec la femme de l'année. Je rigole à peine. Imagine, toi, qu'elle a dit non à 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros pour rentrer en Afrique, lancer son business. Je suis très sérieux dans ce que je te dis là. 5 millions d'euros. Elle était directeur dans une grosse entreprise française, comme tu vas le découvrir dans son parcours aujourd'hui. Et au moment de partir, elle a dit non à 5 millions. Parce qu'elle croyait que sa place était en Afrique pour lancer un empire. Et figure-toi que quelques années plus tard, elle a aujourd'hui l'entreprise qui détient le record en termes de levée de fonds en equity sur le continent africain pour la partie francophone. Les choses semblent donc lui donner raison. L'Afrique, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. C'est une interview très émouvante parce que pour la première fois, elle nous partage son parcours à cœur ouvert. Elle va nous raconter aujourd'hui d'où elle est partie, petite fille née et grandie au Cameroun, première de la classe, ces personnes dont on dit souvent qu'ils ne parviennent pas à réussir dans la vie, et comment elle a tout cassé sur son parcours. Elle nous expliquera comment elle avait des salaires à plus de 180 000 euros en France. Oui, vous avez bien entendu. Plus de 180 000 euros de salaire. Et comment, mais surtout pourquoi, du jour au lendemain, elle a dit stop à tout ça. On rentre en Afrique, c'est là-bas que les choses se passent. Je pense que cette interview va vous bouleverser. Elle va vous changer. Elle va vous faire avoir une perspective différente du business en Afrique. Et je suis très heureux parce qu'elle sera, elle aussi, avec nous à Paris pour le Back to Africa 2023 au Palais des Congrès. Cette année, ça va être inédit. Quand je pense à toutes les personnes qui seront là. Bertin Thiofo, Stanislas Zézé, Rebecca Enonchon, Philippe Tagneux, Jean-Claude Tipama, Nelly Chatué. Et ce n'est pas fini. Oussama Amar, oui, il sera là. Bambalo, qui est en train de faire des choses formidables en Afrique et au Sénégal. Et je te passe la liste de tous les autres intervenants. Tu ne peux pas manquer au Back to Africa de cette année. C'est l'événement de l'année. Clairement, l'événement au-dessus des événements. Il faut absolument que tu prennes ta place. Dans la barre de description, tu as un lien pour ça. Et c'est maintenant que vous devez le faire, les amis, parce que pour le moment, les tarifs promotionnels sont encore valables. Dans les prochaines semaines, on se connaît. Les tarifs promotionnels vont aller en diminuant et finiront par disparaître. C'est dommage que tu payes les billets au plein prix alors que tu pouvais les avoir à tarif promotionnel maintenant. Profitez-en maintenant. Je vous assure, cette édition va être du venez voir, allez dire. Ça va être juste énormissime. Pour l'heure, je vous amène dans une fabuleuse histoire pour écouter l'histoire d'une femme dont vous devez retenir le nom. Parce que ce qu'elle est en train de faire est juste inédit. Inédit. C'est juste époustouflant. Et vous me connaissez, je suis très peu dithyrambique. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui vaut largement la peine. Et croyez-moi, c'est le genre d'histoire qui mérite de passer à Hollywood, qui mérite que l'on en fasse un film. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner et à partager massivement nos vidéos. J'organise très prochainement des dîners pour aller à la rencontre de mon audience. Peu importe là où vous êtes dans le monde, la seule condition c'est que vous soyez abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et au travers de ces dîners, nous allons mieux nous connaître et partager ensemble notre passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi les business en Afrique. Ce sont des dîners qui sont entièrement offerts. Et très prochainement, les premières éditions auront lieu. Abonnez-vous donc pour maximiser toutes vos chances d'être avec nous. Douala, Yaoundé, Abidjan, Paris, New York, Montréal et j'en passe. Abonnez-vous. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà. Si vous recherchez un véhicule, nous avons ce qu'il vous faut. Pick-up SUV berline. En fonction de votre budget, nous avons la voiture en très bon état dont vous avez besoin. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Et puis enfin, nous construisons des maisons et maintenant nous sommes sur notre deuxième site. Donc là aussi, si vous avez besoin de maisons, n'hésitez pas à nous contacter. Donc si vous voulez investir pour pouvoir avoir de l'argent au travers d'une maison, ou alors simplement acheter votre résidence principale, contactez-nous. Les maisons partent de plus en plus vite, les amis. C'est le moment d'en bénéficier. Mais avant tout cela, allons rejoindre Nelly Chatué Diop. Let's go! Salut Nelly! Salut, ça va? Très bien et toi? Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir de passage à Paris.
Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, Nelly Chatoué-Diop. Je suis CEO et fondatrice de Ejara et de Makeda Asset Management. Je suis mariée, maman de 2 enfants et je suis ingénieure en informatique à la base avant de me spécialiser via un MBA en finance, notamment finance des marchés. J'ai eu une carrière dans les comités exécutifs et conseils d'administration en Europe avant de me réinstaller en Afrique depuis 2020 pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale qu'est Ejara et Makeda Asset Management. Ben écoute, merci beaucoup pour ta présentation. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est aujourd'hui à la tête d'une compagnie qui est officiellement celle qui a fait la plus grosse levée de fonds en Afrique francophone? Parce que je crois que c'est encore toi qui détiens le record. Écoute, a priori, la plus grosse levée en equity, parce que en dette, il y a quelques startups qui en ont fait un peu plus. Ça met énormément de pression. En fait, c'est Moulay qui me l'avait d'ailleurs dit. Ah ouais, tu savais pas? Je le savais pas. Je le savais pas. En fait, quand on a la tête dans le guidon, et surtout quand on entreprend pour les bonnes raisons, la mesure en fait n'est pas forcément ce qu'on lève. La mesure, c'est à quelle distance je suis de l'équilibre financier. Quelle est la vision que j'ai pour l'entreprise? Donc voilà, pour répondre à ta question, ça met énormément de pression. Tu sais pourquoi Moulay savait bien? Non. Parce que c'était lui qui était le leader avant toi. Ah Donc Moulay... Tu l'as détrôné en fait, tu vois. Donc Moulay fait ce que je faisais quand j'étais à l'école primaire et au lycée. Je prenais les notes de tous mes concurrents pour être sûr que je restais première de la classe. Donc c'est pour ça qu'il sait très bien quelle est ta position avec ta levée. D'accord. Alors, avec toi, je veux qu'on parle un tout petit peu de ton aventure entrepreneuriale. Comment tu en es arrivé à tout lâcher en France? Parce que finalement, tu l'as dit toi-même, tu avais une très belle carrière ici. Et ensuite, tu as décidé de te lancer en Afrique. Mais je veux d'abord qu'on revienne un peu sur cette carrière-là. Quand tu arrives en France à quel moment? À 17 ans, après mon bac. Tu as eu ton bac à 17 ans, c'est ça? À 17 ans, exactement. Okay. Donc, j'ai eu un bac S, parce que j'étais dans le système français. Donc, j'ai eu un bac S, spécialité mathématiques, parce que les maths ont toujours été ma passion. Donc, bac S? C, bac C. Oh, j'ai bien compris. Tu fait. venais donc d'une bonne famille si tu étais dans un lycée français? Ben, disons que mes parents, les 2 dernières années de mon lycée, se sont dit on va se sacrifier afin qu'elle puisse facilement avoir son visa pour partir en France. Donc, c'est pas tant la bonne famille que les sacrifices de mes parents, et je leur en suis reconnaissante jusqu'aujourd'hui parce que je sais qu'ils se sont mis dans des dettes immenses. Mais c'est vrai que, a posteriori, ils ont eu raison. Pourquoi? Parce que quand j'obtiens ce bac S, il me semble que j'ai une des meilleures notes de toute l'Afrique francophone pour les bacs français cette année-là. Et du coup, j'obtiens une bourse du ministère de l'Intérieur. Ah oui? Une bourse qui me paye toutes mes études en France. Voilà, que ce soit l'école d'ingé, que ce soit le loyer, enfin tout. Donc finalement, c'était le meilleur investissement financier de mes parents parce que ils m'ont tout payé, le billet pour arriver, bien reçu par les personnes voilà, du ministère de l'Intérieur et voilà, ma scolarité payée. En fait, toi, tu étais major, si je comprends bien, de tous les lycées français. Voilà, c'est ça. Quoi, d'Afrique centrale, d'Afrique? D'Afrique, voilà, centrale, de l'Ouest, je crois inclus Madagascar aussi. De tous les pays francophones? Voilà, c'est ça. Tu étais major? Ouais, c'est ça. En fait, tu as un cerveau, en fait. Disons que je suis une bosseuse. Ouais. Vraiment, c'est parce que souvent, et d'ailleurs, tu sais, je te donne une anecdote. J'ai fait le CEPE, le concours d'entrée à 6e au CM1. Ouais. Et pour le CEPE, j'étais major aussi, j'étais major du littoral, quelque chose comme ça. Et je me souviens, j'avais une bourse de 50 000 francs. Et mon papa m'avait amené toute petite à aller toucher, ça à l'époque on touchait encore les bourses, à la direction régionale de l'éducation à Bonandio. Et il disait à mon père, oh, votre fils c'est un génie. Et j'étais vexée parce que je savais que je bossais tellement. J'ai toujours aimé bosser. Je me levais à 3 heures du matin, je révisais. J'ai toujours adoré bosser. Donc, j'aime pas trop quand on dit que... Parce que j'ai l'impression que ça minimise le fait que je bosse énormément. Ah, quand on dit que tu es un génie, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je déteste... En fait, je n'aime pas ça parce que j'ai l'impression que
Quand on dit que génie, c'est oui. pour dire que c'est facile. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, toi, tu veux dire que c'est pas facile. Parce que j'ai rencontré des génies. Parce que justement, que ce soit en prépa, que ce soit au lycée, j'ai vu des gens qui s'asseyaient pendant le cours de maths, qui comprenaient absolument tout ce que le prof racontait. Alors que moi, j'ai toujours eu du mal. Je suis obligée de relire, de travailler, de faire tous les exercices du bouquin, tu vois. Pendant toute ma scolarité, je fais tous les exercices des livres de maths, de physique, tous les exercices, même ceux qu'on ne donnait pas. Parce qu'il faut pouvoir comprendre. Donc, pour moi, ça minimise un peu ce travail ouais. En fait, tu es la Cristiano Ronaldo. C'est un gros bosseur. Oui, c'est vrai, c'est un gros bosseur, tout à fait. Tu es la Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Je préfère prendre plutôt ça que le génie Messi qui a du talent et tout ça. Tout est facile. Tout à fait. Non, parce que Cristiano Ronaldo a démontré qu'avec le travail, on peut tout réussir. Oui. D'accord. Et donc, toi, effectivement, tu arrives en France. Oui. Qui t'aide à choisir ta filière? Alors, ça, c'est super sympa. Parce que une des grosses frustrations que je rencontre, c'est de voir que des jeunes Africains très brillants viennent en France faire des filières qui ne sont pas dignes de leur talent. Je suis d'accord. Donc, toi, dans ton cas, qui t'a orienté? J'avais des grands cousins et grandes cousines qui étaient déjà installés en France. Et ce qu'ils m'ont dit, il y avait une note, je crois que c'était du ministère de l'Intérieur, qui notait toutes les filières en France pour lesquels c'était facile après de convertir son visa étudiant. C'est pas la réponse que tu attendais. Non, mais je comprends leur prisme de réflexion. Exactement, en permis de travail. Et ils m'ont juste dit, écoute... Fais l'informatique. Voilà, fais l'informatique. C'est exactement ça. Ils m'ont dit, fais l'informatique. Ouais. En plus, il se trouve que tu es plutôt pas mal dans les filières technologiques, fais l'informatique. Et je me suis dit, bon, écoute, ils ont l'air de me dire que c'est tellement compliqué d'avoir un permis de travail, pourquoi pas? Donc, c'est pas la réponse la plus élaborée, c'est comme ça que tu es entrée dans l'informatique. C'est comme ça que je suis entrée dans l'informatique. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait en informatique? Parce que c'est un vaste monde. Oui, tout à fait. Donc, en informatique... Et déjà, quand tu viens ici, tu fais quelle école? J'ai fait l'école prépa. Je fais une prépa 2 ans à Valenciennes. Puis, j'entre à l'école supérieure de chimie physique électronique de Lyon, où je fais 3 ans. Et pendant ces 3 ans, je fais une année de césure où je vais bosser aux États-Unis 1 an. Et je bosse plutôt en électronique parce qu'à la base, je savais pas trop si je voulais me spécialiser en électronique ou en informatique. Et pendant ce stage, en fait, je fais de l'électronique, donc les transistors, les résistances, tu vois, les petits bords où il faut tout souder, comprendre. Oui. Mais il fallait aussi après programmer voilà. Et du coup, je me dis, tiens, je préfère programmer que de essayer de comprendre quel transistor avec la résistance et tout et tout. Et c'est comme ça, quand je reviens, j'ai en informatique. Au départ, c'est vraiment l'informatique. Excuse-moi, je reviens encore dessus. Programmation, oui. Pourquoi quelqu'un qui est major, oui. Afrique, oui, bien sûr, vient dans une prépa à Valenciennes? Ah, mais c'est une des meilleures prépas. C'est une des meilleures prépas. Hein. De quoi? De France? Le lycée Henri Wallon, c'était dans le top 5 à l'époque. Hein. D'accord. Et mes parents ne voulaient pas que je vienne à Paris. Parce que tu as des trains à Paris, mais ils se disaient à Paris, je vais être vachement. Voilà, exactement. Okay. Ils ont regardé en province. Qui a choisi l'école? Ce sont tes parents? Oui, mes parents. Je crois que c'est la France qui te choisit une école. Non. Ah, ils disent on va financer, mais tu choisis ce que tu veux. Exactement, tu choisis ce que tu veux. Donc, du coup, en province, il y avait une école, lycée Kléber à Strasbourg, qui était bien notée, lycée Fédère à Lille, lycée Henri Wallon à Valenciennes. Mais après ça, pourquoi tu n'intègres pas Polytechnique? Et pourquoi Valenciennes d'ailleurs? Depuis la classe de 3e, j'avais une correspondante française aussi, dont les parents étaient à Valenciennes. Et ils ont écrit à mes parents pour les rassurer sur le fait qu'on va bien encadrer votre fille. Donc, ça les rassurait aussi de m'envoyer là-bas. Pourquoi je fais pas Polytechnique? Parce qu'en prépa, je me prends une grosse claque. Ah. En fait, si tu veux, je finis ma terminale avec 20 de moyenne à maths. Donc, même si je me dis que je travaille, je pense que je suis vraiment les maths, je maîtrise. Première temps prépa, j'ai 4 sur 20 en prépa. Et là, je me prends. Et là, en fait, il faut apprendre cette humilité-là. Il faut te dire, mais les gens en prépa, on dit qui a eu mention très bien au bac. La moitié de la classe lève là. Tu dis, bon, déjà, OK. Mention très bien. Mention très bien. La moitié, mention bien. Vous êtes avec quelle mention? J'ai eu mention très bien, et du coup, mention bien, et là, tu te dis, oh là là. En fait, là, tu te dis, en fait, je suis une parmi tant d'autres. ah ouais, là, tu te dis, je suis arrivée chez les faux. Ouais. Et du coup, je pense que cet ajustement, la coupure avec les parents, le froid à Valenciennes et tout, a fait en sorte que vraiment j'ai eu beaucoup de mal en prépa. Et quand je passe les concours, du coup, je me pose la question, comme je n'ai pas eu les écoles de tiers A, donc Polytechnique, Centrale, de reprendre ma prépa pour pouvoir devenir, être Saint-Denis, pour pouvoir avoir ces écoles-là.
Et je ne sais pas qui me conseille à cette époque, et c'est un très bon conseil, je me souviens plus qui me conseille. Je pense qu'il y avait deux raisons. J'ai eu un conseil en me disant, ça sert à rien, va faire ton école et essaye d'avoir les meilleurs atouts, ne serait-ce que parler anglais, du coup, de l'année de césure, aller dans avoir la meilleure expérience dans les entreprises. Et la deuxième raison, c'était que, en reprenant, j'avais une chance sur deux de perdre ma bourse. C'était pas sûr qu'ils continuaient à financer la bourse parce qu'ils ont financé les 2 ans de prépa. Et ensuite, si je reprenais, il y avait une chance sur deux qu'ils ne financent plus. Donc, j'avais peut-être 3 ans de bourse pour rien du tout. Donc, pour ces deux raisons, je me suis dit, je vais à l'école. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Et voilà comment tu intègres. Donc, après, c'est une faculté à Lyon, c'est ça? Voilà, en fait, c'est une école d'informatique à Lyon. Ok, mais tu as dit qu'ils faisaient de la physique-chimie, non? Oui, ESCPE. En fait, ils ont 2 filières. Ils ont une filière chimie et une filière électronique-informatique. Ah, ok. Voilà. C'est là-dedans que tu te mets. Exactement. Okay. Donc, je suis dans la filière électronique-informatique. Ok, d'accord. Et donc, de là, tu vas aux États-Unis. C'est ça. Comment tu trouves les États-Unis? Ça te plaît? Ça te plaît pas? Ouais. Déjà, comment j'arrive à avoir cette... Et là, je crois que c'est une bonne leçon pour les jeunes. Parce qu'à l'époque, il y avait pas... on n'envoyait pas ces candidatures par email et tout ça. On écrivait... À la main. Des lettres de motivation et on mettait les CV et on envoyait des lettres. J'ai dû envoyer 150 lettres. Non. Oui, je me souviens, j'ai dû envoyer 150. Je voulais tellement aller dans un pays anglophone et aux États-Unis, j'ai dû envoyer 150 lettres. Et il y a... Ça, c'est pas un mythe, ça? Non, c'est pas un mythe. Vraiment, je te dis, j'ai dû envoyer au moins 150 lettres. Vraiment. Tu comptais? Ah oui. Je comptais. Parce qu'en fait, pendant que je faisais ça, il y avait une copine qui voulait, elle, aller en Allemagne. Et du coup, on était sur le... Mais elle, en Allemagne, elle avait envoyé moi. Parce qu'en Allemagne, c'est quand même l'Europe, ils connaissent mieux et tout. Mais les États-Unis, enfin, voilà quoi. Il fallait... En fait, ce que je faisais, j'ai regardé toutes les entreprises où les anciens de l'école étaient déjà allés, toutes les entreprises qui avaient une filiale en France, je connaissais un peu la France. Voilà, c'est sur cette base que j'envoyais et voilà. Et il y en a à peu près 3 qui m'ont répondu. C'est drôle que tu dis ça parce que je me rends bien compte de ça. Toutes les personnes qui ont une forme de succès ont un parcours duquel on peut tirer beaucoup d'enseignements. Ça se manifeste de différentes façons. Mais par exemple, ça écrire 150 lettres. Mais il faut beaucoup de témérité. Enfin, c'est beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience. Il faut vraiment se dire, c'est l'objectif que je veux. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Vraiment, quand je veux quelque chose, je suis obsessionnelle. Mon mari dit, je suis relentless. Yes. Je sais pas comment dire, je suis obsessionnelle. Je crois que je le fatigue au quotidien, mais bon, ça va. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je crois qu'il s'est un peu habitué. Et j'envoie ça. Et le plus drôle, c'est l'interview. Parce que l'interview se fait par téléphone. Et moi, je parle pas anglais couramment à cette époque. Qu'est-ce que je fais? Je prends une fiche et je me pose toutes les questions possibles qu'on peut me poser en interview et je réponds en anglais. Wow. Et j'avais 5-6 fiches aux côtés de moi. Dès qu'il posait une question, je répétais rapidement. et en fait, je faisais que c'est spontané. Et à la fin, je lui dis, « Excuse me, my English is not that good. » Et il dit, « Are you kidding? Your English is fantastic. » And I'm like, « Oh my goodness. » Quand j'arrive, le premier jour du stage, je regarde le page, je comprends rien. Je dis, yes. Je ne comprenais absolument rien. L'accent. Je ne comprenais rien de ce qu'il racontait. Ouais. On m'a dit, réponds au téléphone. Je n'arrive pas à comprendre le nom qu'on me dit. Rien du tout. J'avais la chance qu'ils avaient pris 2 étudiants dans ma classe, dont un autre français qui parlait bien anglais. Et c'est lui qui m'a dit les 3 premiers mois. Il te traduisait. Voilà. Et au bout de 3 mois, tu comprends, voilà, exactement. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, j'ai eu la même chose quand je suis allé au Brésil. Le problème, c'est que l'oreille a besoin d'un temps d'adaptation pour comprendre le son. Exactement. C'est-à-dire que, au final, quand il parle, je suis reparti au Brésil. Ça fait quoi? Je suis allé au Brésil en 2009. Wow. Je suis reparti pour la première fois en 2023, là. Wow. Récemment, tu vois. J'ai perdu énormément de vocabulaire. Mais quand les gens parlaient, j'entendais. Alors que quand je suis arrivé là-bas la première fois, comme toi en classe, c'est comme un chat devant la télé. C'est clair. Il parle, je l'entends rien. Les gens rigolent, tu ris. Donc tu parles portugais? Oui, maintenant. Ah ouais, super. Enfin, j'ai perdu beaucoup de vocabulaire. Mais oui, mais pareil. Par contre, moi, je suis arrivé au Brésil, je ne comprenais pas un mot. Pas un mot. J'avais dit bon dia, c'est tout. Et j'ai appris tout sur place. C'est incroyable. Tout sur place. Mais pour te dire que l'oreille s'adapte. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est normal qu'au début, au début, tu n'entends rien. Ouais. Mais du coup, je pense que ce pauvre chef d'entreprise, il a dû se dire, mais le décalage entre l'interview... C'est lui qui a fait l'interview? Oui, parce que c'était une petite PME et c'est lui qui avait fait l'interview. Bon, il m'a jamais posé la question. Mais bon, c'est passé. Donc, tu vois, entre les lettres et préparer l'interview, c'est le plus grand hack
Ouais, que C'est j'ai. énorme. Et donc, finalement, toutes les questions que tu as posées, Oui. tu t'étais posé Oui, des... je m'étais posée en fait, parce que tu sais, tu te poses, voilà, C'est ça, c'est parce qu'on les te mêmes demandait. questions qui viennent souvent dans les interviews. Ouais. Et sur l'interview d'un jeune qui n'a pas d'expérience, il n'y a pas 36 000 questions que tu peux poser. Donc, mais le jeu, c'était vraiment de maîtriser quelque chose qui est sur quelle feuille pour avoir ce temps de pause pas trop long pour montrer que tu es lié. Donc, il y avait toute une dimension hollywoodienne dans finalement l'affaire. Et comme c'était plutôt Broadway que Hollywood, puisque c'est par téléphone, donc il n'y a pas voilà. Que la mise en scène. C'est ça. Et donc, tu finis les États-Unis, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Tu reviens en France. Et quand je reviens, et finalement, ce que cette personne m'avait dit, le fait d'aller travailler aux États-Unis, d'avoir cette expérience, de parler couramment anglais, j'arrive à intégrer Accenture, qui était quand même une des plus direct, grosses... tu intègres Accenture. En fait, je finis ma dernière année et je fais mon stage de fin d'études d'ingénieur chez Accenture, qui m'embauche après. Comme consultante. Exactement. D'accord. Et tu vas travailler chez consultante comme chez eux pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans, et en fait, très vite, j'ai toujours besoin de me projeter. Et je me projette, je me dis, dans 10 ans, si je continue dans cette voie-là, quelles sont les perspectives? Les perspectives, ouais. Et je me rends compte de 2 choses. Une, les perspectives, c'est peut-être être directrice informatique ou quelque chose comme ça. Et ça ne me dit pas grand-chose de rester que dans l'informatique, surtout qu'en France, une fois qu'on est catalogué en début de carrière sur un type de poste, on reste là, voilà. La deuxième chose, c'est que je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets informatiques qui viennent, on nous demande de bosser dessus, mais je me demande, mais qui décide de ces projets? Et on m'explique, non, il y a un comité de direction, il y a les experts business. Je dis, mais pour moi, je veux être là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être là-bas? On me dit, bon, comme tu es informatique, il faut faire un MBA. Je me dis, ah ben, je vais faire un MBA alors, parce que moi, j'ai pas juste envie d'exécuter, je veux être à la table des décisionnaires. Et c'est comme ça qu'au bout de 3 ans, je décide de retourner à l'école et je fais un MBA à HEC Paris, la première année. Et quand j'arrive à HEC, c'est pareil. Je dis, je vais changer de carrière. Tu veux faire quoi après? Je dis, quelle est la chose la plus compétitive que je puisse faire? On dit banque d'affaires. Je dis, bah, je fais banque d'affaires. Et du coup, j'ai fait la première année à HEC. Et il y avait un programme d'échange HEC London Business School, où London Business School ne prenait que les 4 meilleurs de HEC Paris chaque année. Et donc, du coup, ben, évidemment, c'est ce que je veux faire. J'y arrive et je vais en 2e année à London Business School. Après, je vais à Crédit Suisse en banque d'affaires. Voilà, j'ai toujours besoin de me donner des challenges, de me dire qu'est-ce qui est le plus difficile à faire. Et dès que je sais, au moins, ça me donne une... Donc, tu vas à London Business School et de là, tu vas... Et de là, je vais à Crédit Suisse en banque d'affaires. En France, tu reviens? Non, d'abord en Angleterre, puis en France. Tu commences à travailler Exactement. en Angleterre, ok, d'accord. Voilà, c'est ça, juste après mon MBA. Ok. Et tu as un vrai gap en différence de salaire, j'imagine? Déjà, entre la France et l'Angleterre? Déjà, en fait, entre avant et après le MBA, c'est un truc, c'est incroyable. C'est vrai? Tu te dis, mais je suis la même personne pourtant. Parce qu'au final... Ah oui, entre déjà avant et après le MBA, c'était déjà x2. À l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Moi, j'ai fini mon MBA en 2008. Tu te rappelles des chiffres à peu près à l'époque? Voilà, oui. Parce que moi, je sors d'ingénieur, j'ai gagné 30 000 € à peu près. Oui. À l'époque déjà? À l'époque, voilà, c'était en 2004, 2006. Et quand je sors, déjà en banque d'affaires, les 6 mois que j'y ai fait, je crois que j'étais plutôt à 90 000 l'année avec les bonus. Parce que en banque d'affaires, les bonus sont tellement énormes, sauf que c'était pendant la crise de 2007-2008. Donc, à ce moment-là, quand il a fallu, parce que j'ai fait mon stage de MBA, quand il a fallu confirmer, moi j'ai voulu revenir en France et il y avait beaucoup moins de postes de banque d'affaires en France, il y avait beaucoup plus de racisme en France. Puisqu'en Angleterre, ben, finalement, ils ont l'habitude de voir des Noirs, des Indiens, des Asiatiques, des Chinois et autres en banque d'affaires. En France, c'est très prout-prout comme milieu. C'était plutôt des noms en particules. Enfin, voilà, c'était... Donc, d'ailleurs, je me souviens toujours de cette interview. C'était une banque d'affaires, une sorte de boutique. Et comme mon nom, c'est Nelly Chatuil, ça s'écrit sans accent, ils savent pas. Nelly Chatu. Voilà, Chatu. Ils savent pas que je suis noire ou africaine. Et je me souviens, le gars arrive à la salle d'attente et il me voit et je sens qu'il a un choc. Mais il fait comme s'il ne... Voilà. Il essaie de se ressaisir. Voilà, il est Trop tard. Il est quand même obligé de me recevoir en entretien. Et je le vois qui est très mal à l'aise. Et à un moment donné, il me dit « Ah, mais vraiment, c'est formidable. Quelqu'un comme vous, à l'époque que vous avez. » Je dis « Quelqu'un comme moi. » Je lui dis qu'il a fait HEC Paris et qui a fait banque d'affaires à Londres. Je sais pas, tous mes copains d'HEC Paris, c'est la même chose. Enfin, il y a rien de... Après, il me dit, ah, mais vous savez, le pasteur, le prêtre qui a baptisé mon fils est du Congo. Oh. Je me dis, oh là là. Mon meilleur ami est noir.
Ah ouais, exactement. Donc je comprends très vite que la banque d'affaires sur la place parisienne, parce qu'en fait, je rentre aussi à Paris, parce qu'à l'époque, je suis déjà avec mon mari, Ouais. qui était mon petit ami à l'époque, et rester à Londres, voilà, c'était pas trop viable. Donc je me dis, la banque d'affaires, ça va peut-être pas le faire sur la place parisienne. Et Ah c'est là ouais. où, ah oui, 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 ah oui, non, mais en plus, c'était en pleine crise, tu vois, 2007, la crise des subprimes. Oui. Donc déjà, l'industrie était en marasme. En plus, si tu rajoutes le côté Paris n'était pas forcément la place financière, c'était vraiment Londres. Troisième raison, t'es noire, t'es africaine. Enfin, ça faisait quand même beaucoup Ouais, voilà, ouais. beaucoup de choses qui n'allaient pas dans mon sens, quoi. Donc plutôt que d'essayer de persister pendant un an et de perdre un an à chercher inutilement ou utilement, je sais pas. Du coup, je suis tombée par hasard sur une annonce dans le domaine du pricing, donc Pricing, donc la fixation des prix, mais très original, en fait, en utilisant des modèles statistiques et de la stratégie et tout ça. Et je me suis dit, bah, tiens, en fait, ça, c'est un métier qui combine à la fois mes compétences informatiques que j'avais et aussi les nouvelles compétences que j'ai eues dans ce qui est stratégie, business, marketing. Et du coup, j'intègre cette boîte américaine qui ouvre le bureau à Paris et je gère le pricing pour McDonald's en Europe du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Donc pendant 3 ans et demi, c'est moi qui je vais au comité exécutif de chaque McDo et 3 fois par an, je recommande le prix du Big Mac, du menu, et je discute pourquoi. Avec la finance, on essaie de voir comment faire des forwards, des commandes en avance pour garantir la marge. Avec le marketing, on discute de comment mettre en avant certains produits pour influencer les clients pour qu'ils aillent plutôt acheter un produit à plus forte marge. Voilà, c'est toutes ces discussions-là très, très intéressantes. Et c'est un métier finalement qui se crée à l'époque, puisqu'on utilise beaucoup de statistiques. Parce qu'avant, pour fixer le prix d'un produit, la plupart des personnes ou des restaurants prenaient le coût du produit et rajoutaient un taux de marge. Alors que c'est pas la façon la plus intelligente. Il faut essayer de détecter la sensibilité du client au prix. Tout à fait. Donc, c'est des modèles statistiques. Exactement. Le prix qui est acceptable. La volonté, qu'il accepte de payer, oui. La volonté de payer du client. Oui. Et du coup, on faisait beaucoup d'études statistiques pour pouvoir déterminer cela. Donc, comment augmenter le prix tout en maintenant le volume. Et d'ailleurs, il y a certains produits, il y a ce qu'on appelle le snobbish effect. Tu peux augmenter le prix et ça augmente aussi les volumes. Oui. Donc, parce que sur les produits de luxe, ça marche très bien dans les produits de luxe. Donc, je fais ça pour McDo, mais je suis consultante pendant 3 ans, 3 ans et demi. Et comme j'aime bien assumer les conséquences de mes actes, c'est quand on est consultant, on fait des recommandations. Quand ça marche bien, c'est nous. Quand ça marche mal, on dit mais vous avez mal exécuté. Donc voilà, j'aime bien assumer les conséquences. Donc, je me dis j'ai envie d'être opérateur, enfin plus opérationnel, les mains dans le cambouis. Et là, j'intègre le groupe Casino et je vais chez Franprix où je deviens directrice pricing. Je crée finalement le département. J'entre au comité exécutif aussi de Franprix. Je crée le département pricing. Donc quand j'arrive, je suis la première personne. Et quand je pars 3 ans plus tard, c'est un département de près de 30 personnes. Ah ouais. Ouais. Parce que, en fait, et petit à petit, tu commences à grignoter un peu les achats qu'ils le faisaient, un peu de finance, un peu de marketing, parce que tout le monde peut se rendre compte que avant, par exemple, quand le Coca-Cola, aux négociations de février, souvent les négociations fournisseurs, augmente de 10%, moi j'explique que non, on va répercuter que 5% sur les prix. Mais on va aller prendre la pâte dentifrice ou le papier toilette et on va se faire plaisir là parce que finalement, le client, il achète moins, il a moins le prix en tête, il est moins regardant, alors que le Coca, c'est vraiment le produit où tout le monde compare, tout le monde, tu vois. Et je l'avais vu d'ailleurs, c'était marrant parce que chez McDo, demandais souvent aux gens, est-ce que vous pensez que le prix augmente et tout? Et personne ne s'en rend compte parce que le prix du Happy Meal reste toujours pareil. Et donc, les gens ne se rendent pas forcément compte que sur 5 ans ou 6 ans, le prix du menu Big Mac a quasiment pris 30-40% parce que le prix du Happy Meal est resté pareil. Et ça met un biais cognitif. Waouh, pas mal ça. Et donc, il y a plein de tactiques comme ça de pricing qu'on peut mettre en évidence. Voilà, donc McDo, pricing, 80 produits. J'arrive chez Franprix, je vais jusqu'à une base de 80 000 produits. Voilà. Sur l'alimentaire, non alimentaire. Et vraiment très belle expérience. D'ailleurs, je crois que j'ai rencontré un des managers et des leaders qui m'inspire encore le plus jusqu'ici, Monsieur Jean-Paul Mochet, qui était le directeur général
de Franprix et qui me montre vraiment qu'on peut être colorblind, on peut être un leader inspirant, bienveillant et pour autant assurer la profitabilité de son entité, quoi. Ça, c'est très important d'avoir des gens comme ça, parce que du coup, ça confirme moi ce que j'étais en me disant, on peut être bien comme manager, on n'a pas besoin de crier sur les gens, de les maltraiter, de faire de bad politique, les politiques dans les grosses entreprises. On peut travailler bien, on peut être très innovant, performer et aussi voilà, être bon humainement, quoi, et avoir des résultats. Et en tout cas, c'est ce que tu expérimentes chez Franprix, c'est ça? C'est chez Franprix, tout à fait, le groupe Casino. C'était ta dernière boîte avant de te lancer dans ton projet? Ah non, oh là là, j'ai eu 10 000 vies, je suis comme un chat, moi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois tu pars? Parce que quelqu'un m'a dit, je suis un chasseur, je suis pas I'm a hunter, not a farmer. Je suis un chasseur, je suis pas une fermière, en fait. J'adore mettre en place. Donc, quand j'arrive, je suis seule et je construis et je mets en place les process, l'équipe, les mesures de performance, les collaborations avec les autres départements. Au bout de 3 ans, quand ça ronronne, je m'ennuie, en fait. Je tourne en rond. Et d'ailleurs, je me souviens, la dernière année de Franprix, mon patron qui me connaissait assez bien, il m'avait donné aussi un magasin à gérer en disant, bon, je sais que toi, tu t'ennuies très vite, je te donne ce magasin-là aussi à gérer en plus de ce que tu fais au siège, quoi. Bon. Donc, je quitte au bout de 3 ans et je rejoins Darty dans le département e-commerce où je suis aussi au COMEX. Et l'idée, c'est de faire le pricing. Du coup, je passe de 80 000 produits à plus d'1 million de produits puisqu'on a le pricing online aussi. Donc, tu vois, à chaque fois, au-delà, je cherche de nouveaux challenges parce que, voilà, du coup, cette expérience m'apportait ce côté online, omnicanal, que j'avais pas forcément parce que comment aligner le pricing entre les magasins et le pricing en ligne. En ligne, les gens comptent pas plus facilement, donc ils sont beaucoup plus sensibles au prix. Donc, maintenant, comment expliquer aux clients qu'on peut avoir le même produit, mais un prix différent en ligne ou en magasin? Toutes ces problématiques-là, les stratégies omnicanales, je dois les gérer. Et chez Darty, le contrat que j'avais eu avec le patron à l'époque, c'était aussi, bon, je voyais bien comment ma carrière allait évoluer, sauf que 6 mois dans la boîte, la Fnac rachète Darty, avec une OPA un peu agressive. Et là, j'ai toute l'équipe Fnac qui débarque, et eux, ils débarquent avec leurs équipes. Donc, le poste qu'on me propose, parce que moi, j'étais N-2 du CEO de Darty à l'époque. Et le poste qu'on me propose me propulse à N-3 voire N-4 et je lui ai dit non, c'est pas possible en fait, je vous connais pas. Et donc, je suis N-2 à cette époque-là du CEO chez Darty. La Fnac fait une opération d'acquisition un peu agressive. Et le poste qu'on me propose est plutôt du type N-3, N-4, en me promettant que ça va évoluer dans le bon sens et que ils savent que je suis une experte dans mon domaine parce que j'étais aussi sur le pricing et que voilà, ça va se faire. Mais on l'espère, je ne vais pas laisser les gens piloter ma carrière. C'est le contrat moral que j'avais avec le DG de Darty de l'époque, Régis Schulz, qui m'avait embauché. Je ne l'avais pas avec ces personnes qui arrivaient. Et souvent, c'est très... Enfin, il ne faut pas remettre sa carrière. Il faut avoir toujours la main sur sa carrière et sur ce qu'on veut en faire. On ne peut pas faire confiance aux autres pour orienter notre vie sur un timing qui leur est propre et qui ne nous convient pas. Donc, à ce moment-là, je décide de partir. Et quand je pars de Darty, en fait, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il se trouve que quand je pars, mon ancien patron est devenu patron chez Monoprix. Donc, il est reparti dans le groupe Casino. Et il veut que je revienne remonter aussi ce super poste pricing, commercial. Et vraiment, pour le coup, il me propose un Pandore. Et je me pose la question de savoir, mais j'ai déjà fait ça. Si je repars faire encore ça, quel est le challenge? Quand je suis partie de Franprix à Darty, je partais de 80 000 références à plus d'1 million, d'une stratégie magasin physique à un magasin physique et en ligne. Là, finalement, il n'y a rien de plus à part plus d'argent, plus de personnes à gérer. Mais moi, en tant que personne, en tant que challenge, c'est pas tellement ça. Bon, je me dis, si je n'ai que ça, why not? Après, j'ai une proposition pour un grand groupe de e-commerce Amazon au Luxembourg pour la direction Pricing Europe.
Mais je me rends compte que c'est un poste où il n'y a pas de management, en fait. Et j'adore gérer les équipes. J'adore former les jeunes, les faire évoluer. Voilà, j'adore cette dimension humaine de collaboration quand on travaille en équipe. Et le fait d'avoir que des équipes dans différents pays, et d'être tout seul là, flanqué. En plus, le Luxembourg, j'ai pas du tout aimé. Et le dernier poste qui est le plus risqué qu'on me propose, je rencontre le patron fondateur de Betclic, Nicolas Béraud, via un ami qu'on a en commun. Et d'ailleurs, je le rencontre autour d'un café juste pour me demander, parce qu'il avait été rappelé de l'entreprise qu'il avait fondée. Il était parti à la demande des actionnaires et ça a tellement mal performé qu'ils l'ont rappelé au Rennes. Donc, il le rappelle en 2016 plutôt. Et là, il essaie de poser plein de questions autour de lui pour savoir, on m'a dit que tu es expert en pricing, du coup, si tu étais dans les paris sportifs, sur les cotes, en fait, fixer les cotes, c'est fixer des prix aussi. Comment tu ferais? Alors moi, c'est un truc informel. C'est mon pote qui me dit, rencontre ce pote qui reprend, je discute, j'ai plein de stratégies. Et après, je me souviens qu'il me demande, et ton dernier poste, tu gagnais combien? Je lui dis, et il me dit, waouh, c'est énorme! Je lui dis, mais non, c'est par rapport à la valeur que je crée. C'est le prix, c'est la valeur qu'on crée. C'est rien par rapport à la valeur que j'ai créée. Et à chaque fois, ils sont perturbés parce qu'ils voient une jeune femme noire, africaine, avec ce niveau de... Ils se disent, mais c'était quoi les niveaux de salaire à peu près à l'époque? Ben, à l'époque, j'étais dans les 170K. Wow! Et donc, yes. et donc... Non, en France, c'est beaucoup. Oui, non, voilà. Et donc, forcément... 170K par an. Voilà. Et donc, forcément, il bug un peu. En plus, c'est une voiture de fonction et tout, parce que moi, j'exige, en fait, c'est pas... Tu exigeais quoi, par exemple? Ah, ça peut inspirer des gens, là, pour négocier. Ah non, mais moi, c'est que j'exigeais. Ouais. Alors là, vous allez halluciner. Quand je suis allée à Franprix, j'ai mis ce qu'on appelle, une technique en banque d'affaires qu'on appelle poison pill, pilule d'empoisonnement. En fait, j'ai négocié en disant, pour faire mon job correctement, j'ai 18 mois pendant lesquels on ne peut pas me virer. Si vous me virez, vous me payez 18 mois de salaire. Parce que quand j'arrive, vu que je dois marcher sur les plates-bandes des autres directeurs du commerce qui sont en place, ils ne seront pas contents. Je ne veux pas me poser tout le temps la question, ah, mon poste est en danger. Mais non, je veux pouvoir faire ma stratégie. Donc, soyez sûrs. Et en fait, ouais, ici. Ils te garantissent 18 mois. 18 mois. Donc, tu me vires avant. En fait, tu n'as pas de période d'essai, en fait. Ah non, non. Apprendre ou à laisser. On appelle ça le poison pill. À chaque fois, mon mari te dit, mais ils vont jamais accepter. Et je dis, mais en fait, c'est pas une négociation, en fait. C'est apprendre ou à laisser. Il y a pas de problème. C'est vraiment... Et ils prennent. Donc, je l'ai fait de Franprix à Darty. Et de Darty à Betclic, je l'ai refait. Waouh! Tu as dit, alors ça m'intéresse. Oui. Les 2 offres que tu as refusées pour aller chez Betclic, oui, c'était quoi? C'était Amazon. Et en termes de chiffres, tu te rappelles combien ils te proposaient? Tu avais eu un pont Oui. Chez Monoprix, c'était 180, mais je crois que c'était hors variable, quelque chose comme ça. 180 hors variable. Ouais. Et chez Amazon, c'était à peu près pareil, sauf qu'il y avait, je crois, il me semblait 25% du salaire en actions, mais qui devait être converti sur 4 ans, quelque chose comme ça. C'est super intéressant que tu vois, c'est génial que tu en parles parce que quand tu vas dire que tu lâches pour devenir entrepreneur, il faut que les gens sachent ce que tu laisses en fait. Parce que tu ne laisses pas 3 000 € à la fin du mois. Non. Alors non, mais chez Franprix, c'est la catastrophe. Donc là, j'ai Betclic, quand je pars, enfin, je vais te dire les chiffres, je crois qu'on va tomber évanoui là. C'est pas... Vas-y. Et je me dis, je suis folle. Ouais. Donc j'entre chez Betclic. Et du coup, quand tu lui as dit, il te dit, tu quoi? Il me dit quoi? Et je lui ai dit, non, mais c'est la valeur que j'ai créée. C'est rien par rapport à la valeur que j'ai créée. Et en fait, pour moi, je ne suis pas en entretien. Oui, parce qu'en fait, tu es dans une conversation informelle. Tout à fait. Tu te doutais à aucun moment qu'il est là pour... Voilà. En fait, c'est quelqu'un à qui tu donnes des tips pour son business. Exactement. Et du coup, moi, je me souviens toujours, parce que je prends le RER pour rentrer chez moi. Et dans le RER, mon pote, qui est chasseur de tête d'ailleurs, et qui sait que je suis en train de signer, me dit, Nelly ne signe absolument rien. Il te veut absolument. Il veut te revoir en entretien formel cette fois-ci. En fait, il voulait me revoir en mode séduction pour me convaincre de venir chez lui et pas les autres. Il me dit, ne signe rien, s'il te plaît. Je lui dis, mais non, je peux pas. J'ai déjà promis à celui de Monoprix que j'irai là-bas. Oui. Donc, j'ai donné ma parole. En plus, il a refondu un poste. Il a fait un poste pour moi parce que j'avais tellement exigé de choses qu'il m'avait fait un poste avec 80 personnes à gérer. Enfin, c'était un truc incroyable. Il dit, je ne peux pas.
Et il me dit, non, non, s'il te plaît, fais ça pour moi, écoute-le, va le voir une deuxième fois. Le lendemain, je repars le voir dans les locaux. Immédiatement. Le lendemain, je le vois dans les locaux de Betclic, un mot de séduction. On va refaire Betclic. C'est le nouveau Comex. Tu as forcément des dents. Tu auras vraiment le blanc-seing pour embaucher qui tu veux, quand tu veux. Mais vraiment. Et en plus, il me dit, il y a un stock option hyper intéressant où à la fin du truc, tu peux devenir millionnaire. Et je me dis, je crois pas, machin. Et en vérité, c'était ça. En fait, chez Betclic, en fait, on refondait la boîte elle perdait de l'argent, donc les actionnaires étaient exsangues et il voulait vraiment donner un souffle nouveau. Donc, il a négocié le fait que tout son nouveau COMEX et quelques key people dans la boîte pouvaient avoir des stock options. Et ces stock options-là, en fait, c'était lié à la performance de la boîte. C'est-à-dire, si la boîte fait un profit de temps, tu as un pourcentage du bénéfice et tout. Donc sur le coup, tu sais pas vraiment ce que ça va donner, mais tu as confiance au fait que la nouvelle équipe, on va pouvoir faire, et si on fait bien, ça peut... Ouais, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Mais c'est pas pour ça que je prends Betclic, en fait. Et en vérité, parce qu'en termes de salaire, finalement, il reste kiff-kiff. C'est sa ligne. Je prends Betclic parce que c'est un challenge, je me dis, je peux me casser la gueule. Et je me dis, je suis trop jeune pour choisir quelque chose qui soit ce que j'ai déjà fait, qui n'a plus de challenge. Là, c'est l'intelligence artificielle, data science. Je dois monter une équipe data qui va de data engineering, donc tout ce qui est expertise cloud, DevOps, transformer les données, les nettoyer, les extraire, les transformer, les loader dans la base, jusqu'au machine learning engineer où il faut concevoir des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir créer des segmentations clients dynamiques, pour pouvoir faire le pricing des cotes, les cotes de paris sportifs, pour pouvoir détecter les fraudes. Et je me dis, mais je vais tellement apprendre, je vais me former, ça va être génial, donc je vais y aller. Et c'est comme ça que je me lance. En me disant, j'ai tout à perdre. C'est le challenge, en fait. Mais voilà, c'est le challenge. Mais tu as su un minimum quand même. Voilà, c'est ça. On va pas faire le challenge gratuitement. 18 mois, exactement, j'ai toujours 18 mois. Tu as 18 mois. Il y a toujours mes 18 mois pour apprendre à tranquille. Ouais, tu me laisses tranquille, si tu veux. Mais ça, moi, ça donne une telle liberté, parce que d'ailleurs, je t'ai pas dit ça, mais que ce soit chez Franprix ou même chez Darty, j'avais subi des menaces des gens qui étaient en poste et qui, me souviens, chez Franprix, à un moment, je devais faire un audit de ce qui existait et le numéro 2 qui était chez Leader Press m'avait dit attention. Non, quelqu'un m'avait dit attention, si tu fais un audit qui va pas dans le sens de ce numéro 2, il a les bras longs, il murmure à l'oreille de monsieur Naori, qui était le patron du casino, il peut te faire casser ta carrière. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais vous parlez de quoi en fait? De la carrière? J'ai dit, mais je n'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Je fais mon travail et j'avance. Et j'ai eu la même chose. J'ai carrément le numéro 2 qui m'a convoqué quand j'ai commencé à faire mes diagnostics, mes recommandations et tout. Et il a vu que j'empiétais énormément sur son précaré. Et il m'a dit, tu sais pas qui je suis, limite je serais le machin, je peux te détruire ta carrière, même sur la place parisienne et tout. Et j'ai dit, chiche. J'ai dit, mais fais-toi plaisir en fait. Fais-toi plaisir. Mes parents m'ont appris à toujours me démerder. Si tu veux détruire ta carrière, même s'il faut après aller flipper des burgers au McDo, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais je vais faire ce pourquoi on m'a embauché. Et en fait, c'est incroyable. Mais parce que ça fait peur, parce que les données sont têtues. Parce que tout le monde. Oui, mais en fait, c'est quoi le truc? C'est que tu démontres son incompétence. En fait, c'est ça. Et tu démontres le fait que, en l'occurrence, c'était le directeur achat. Donc, il y avait il y a des backshish, de marge arrière. Ben voilà. C'est toujours la même chose. Voilà, les voleurs. De marge arrière et tout ça. Et du coup, tu me tends bien parce qu'une fois, quand tu commences à faire des sortes de reports où tu montres, mais comment ça se fait que le prix d'achat qui est indiqué dans les systèmes est supérieur au prix de vente que j'ai chez Leclerc. Est-ce qu'on achète mal ou... Et là, tu commences à voir, non, il y a en fait la troisième, la marge arrière qu'on avait gardée sur le coude parce qu'en cas de difficulté, on peut... Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc c'est dans toutes ces choses-là. Donc tout ça fait que tu t'es dit, bon, en fait, il faut que j'ai un cadre qui me sécurise. Oui, tout à fait. Ouais. Et les gens qui me recrutent savent que voilà. Je vais déranger des gens. Exactement, je vais déranger, je vais mettre un coup dans la fourmilière et tout. Donc, du coup, j'arrive chez Betclic. J'y fais aussi 3 ans. Je monte cette équipe extraordinaire. Je suis la première embauchée en tant que directrice data pour mettre en place ce département-là qui n'existait pas dans la boîte. Et au début, je fais tout. Je fais à la fois le code, à la fois les présentations, à la fois je suis commerce. J'étais très hands-on en fait. Je veux être une exécutive qui est très hands-on parce que j'adore coder, j'adore. Enfin voilà, donc je fais tout et j'adore ça.
Et je commence à recruter mon équipe. Et quand je pars, 3 ans aussi plus tard, on est 35. Il y a 35 personnes dans la data et une équipe super bien structurée avec la verticale data engineering, data analyst, business analyst, data scientist et de la dernière année, data quality analyst et tout ça. Et pourquoi tu pars? Pourquoi je pars? Je pars parce que, en fait, en 2016, je fais la rencontre de la blockchain et du monde des cryptos. Et dans la journée, en fait, mon travail, c'est de l'IA, dans une technologie aussi très innovante, l'intelligence artificielle. Et tous les soirs et les week-ends, je suis obsédée par la blockchain et les cryptos. Et donc, à un moment donné, déjà, il y a ces deux passions-là qui sont concomitantes. Je suis bossée avec deux technologies, on peut dire, du 21e siècle. J'arrive pas à choisir, mais je me sens que, au fur et à mesure, quand je vais dans les conférences blockchain crypto, ça me remplit d'énergie positive et ce que je fais au travail commence à devenir un peu lassant, ça commence un peu à ronronner. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'ai 2 fils. À l'époque, en 2019, mes enfants, oui, en 2019, ils avaient 6 ans et 3 ans. Et je les vois grandir dans cet écosystème. Mes enfants ont toujours été j'ai toujours mis dans des écoles un peu alternatives, type Montessori. Et moi, je vois encore mon fils en maternelle qui revient un jour et qui me dit « Maman, je suis encore seule. » Parce qu'évidemment, il est le seul noir à l'école. Et je me dis « Mais comment à 4 ans, 5 ans, on ressent cette différence-là » Moi, je suis arrivée après mon bac, donc j'étais déjà un peu plus mûre dans les micro-agressions, tous ces trucs de racisme, ça ne me touchait pas forcément. Mes enfants, je vois que voilà, celui qui est très sensible, il est un peu plus renfermé, il a du mal, et moi, ça me touche. Et ensuite, cette passion-là, ce hobby blockchain crypto devient tellement dévorant que en 2019, en fait, je me pose de plus en plus la question, mais qu'est-ce qui se passerait si je m'y consacrais à fond, à 100%? Et il s'avère qu'en plus, chez Betclic, à ce moment-là, j'ai à faire face à un collègue dans le commerce qui est un pervers narcissique pas possible et qui est une enflure, comme j'ai rarement vu. Mais il a de très bonnes performances, mais c'est une enflure en tant qu'être humain. Et ça me bouffe de l'énergie, en fait. Mais une telle enflure que je me suis dit, d'ailleurs, parce que un jour, le patron de Betclic, c'est une anecdote, m'avait dit, oui, je n'ai pas très solidaire avec le reste du commerce. Et je lui dis, mais solidaire avec qui? Avec des harceleurs et des... voilà, enfin, à ce point-là, et je vais voir le type, je lui dis, mais je te vois, je sais qui tu es. Tu ne fais pas illusion. Tu es un psychopathe, tu es un sociopathe. On va continuer à travailler ensemble, mais je veux qu'on arrête de faire semblant. Et ça va rester au niveau professionnel. Ne fais plus comme si tu t'intéressais à ma vie, à machin. Ah oui, t'as fait un truc en particulier, ah toi? Oui, parce que en fait, on se mettait toujours, c'est quand on est en comex, on prépare les slides, et surtout quand je dois défendre de gros sujets, je m'arrange toujours à être sûr que j'ai fait relire à tous mes pairs, voilà, parce qu'il faut être d'une même voix face au CEO, sinon après, oui. Il est perturbé. Et à chaque fois, il me faisait le coup où il disait, non, c'est très bien, je suis d'accord et tout. Et dès qu'on était en comex, le CEO commençait à dire, mais je suis pas sûre. Ah, il m'enfonçait totalement. Et en fait, derrière, il avait vraiment bossé pour pouvoir encore... pour justifier qu'il m'enfonçait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est n'importe quoi. Les chiffres ne sont pas concordants. et moi, tu sais, j'ouvre la bouche et je me dis, mais comment c'est possible qu'il disait ça? Ouais. J'ai passé un temps fou. J'étais hier jusqu'à 23 heures dans son bureau, en train de lui expliquer. Il me disait, c'est génial, c'est très bien ce que tu as fait. C'est extraordinaire. Punaise. Ah non, mais et pas qu'une fois, quoi. Et pas qu'une fois. Et une fois, il a monté un coup où il a fait croire aussi à toute la boîte que il y avait une personne dans son équipe qui était... il gérait aussi l'équipe des traders, des cotes. Il y a une personne qui était vraiment un des génies de l'équipe qui démissionne. Et il fait croire à tout le monde que cette personne a dit qu'elle démissionne à cause de moi. Parce que j'ai voulu aller faire des trucs sur les côtes et il se sentit voilà, et que voilà, et qui dit mais se prend pour qui et tout ça. Il se trouve que moi je crois et je me sens vraiment mal, donc j'évite pendant les 3 mois depuis la vie de la personne de lui parler. Vraiment, je me dis bon ben si j'ai pu le blesser au point qu'il parte et que ça devienne une telle ampleur, voilà, c'est un tel échec en tant que manager, en tant que leader que je le vis vraiment très mal. Je me souviens, on est en plein séminaire d'entreprise et la personne est à partir du lendemain. Je reçois un email de 2 pages de la personne. En gros, il me dit, je n'ai jamais été aussi respecté dans cette boîte que par toi. Je n'ai jamais été challengé intellectuellement que par toi. C'est la meilleure partie de mes 7 ans d'expérience dans cette boîte. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et là, je bug.
Je me dis, c'est pas possible. L'autre, il a dit à tout le monde que c'est à cause de moi. C'est quoi cet email? Je lui réponds en disant, I don't understand. Et il me dit, non, il y a des gens qui veulent ta peau. Il y a des meetings entiers qui se font pour avoir ta peau. Ne crois pas ce qu'on te dit. Tu as une cible dans ton dos. C'est pas vrai. Mais écoute, en fait, ils se disent, attends, tu es la plus jeune. Attends, c'était tous des mecs blancs de plus de 50 ans. Et moi, je suis là, je suis dans la trentaine. Je suis jeune, je suis africaine. J'ai le même salaire qu'eux, voire même plus. J'ai des stock options qui sont valorisés à des millions d'euros. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Mais c'est pas leur argent. Oui, je sais. Mais en fait, ça détruit dans leur cerveau tout ce qu'ils mettent sur les Noirs. En fait, tous les préjugés qu'ils ont sur les Noirs, tous les trucs, je détruis tout ça, en fait. Et pour eux, c'est comme ça que je le ressens. Pour eux, ils bug, en fait. Déjà, tu es une femme et tu es noire. Tu cumules. En fait, je cumulais tout ce qu'il fallait pas. Et donc, tout ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, la combinaison de ça, le fait qu'en côté, j'ai trouvé quelque chose qui me passionne, qui me remplit d'énergie positive et tout. Et ça se fait vraiment je me souviens, en décembre, je dis à mon mari, mais et si on rentrait? Et si on rentrait? Et si j'allais et je me focalisais à 100% dessus? Et il me dit, mon mari, quand je lui dis, can we jump? Est-ce qu'on peut sauter? Il me dit, jusqu'au how high. Il a toujours été comme ça. Parce que quand je suis allée chez BetClick, il a dû démissionner de son poste, alors qu'il a un super poste aussi pour me suivre à Bordeaux. Et du coup, il s'occupait un peu des enfants. Moi, j'étais, voilà. Donc, il m'a toujours suivi pour ma carrière. Un mari africain. oui, exactement. Je rigole. Là, exactement. Ben, oui. Et du coup, il m'a toujours soutenu, toujours encouragé. Et là... Là, tu vas dans les commentaires, voilà le genre de mari qu'on aime. Oui. Pas les toc-toc qu'on a ici. Pas les machos qui disent la femme d'être soumise. À la cuisine. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, très souvent, quand on me pose la question, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir et disent, j'aimerais que ma fille soit comme vous. Et je demande quel genre de père êtes-vous? Parce que j'ai aussi eu un père extraordinaire. J'ai eu le père le plus féministe. Mon père a 83 ans, mais c'est le père le plus féministe qui existe. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que mon père, je lui ai demandé, mais comment tu peux, à ta génération, être aussi féministe, tu as que 5 filles, tu n'as pas cherché de garçons et tout. Il m'a dit non. En fait, quand il avait 7 ans, mon papa, il était brillant à l'école. Il était toujours premier de la classe, jusqu'à ce qu'il tombe sur une fille dans sa classe qui est devenue première. Et il me dit, il faisait tout pour la battre. Il révisait matin, midi, soir, la nuit, machin. Il n'arrivait pas à la battre. Et du coup, c'est là qu'il s'est dit, mais les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, en fait. Et à 7 ans, il s'est formé ça dans la tête. Et du coup, derrière, quand il a épousé ma mère, il a toujours encouragé à être. Mais est-ce que tu penses que les gens pensent que les femmes sont inférieures aux hommes? Oui. Je ne pense pas que les gens pensent ça. Bien sûr. Bien sûr. En fait, quand tu grattes derrière tous les sexismes, racisme et tout ça, il y a toujours un truc d'infériorité qui est... Si. Ils pensent qu'on est moins doué pour... ce truc... Qui peut avoir fait des études et penser ça? De force physique qui est indéniablement... Oui, par contre, il y a la force physique, mais intellectuellement, il n'y a rien. On l'a pas, ils s'imaginent... Mais il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la place de la femme, c'est à la cuisine, parce qu'intellectuellement, c'est pas... non, c'est pas... Parce qu'on est très émotif, que oui, peut-être de temps en temps, elle peut avoir des éclairs de génie, mais comme elles ne sont qu'émotions et sont irrationnelles, en fait, en bout de compte, tu ne peux pas rien construire avec ça, quoi. Ok. Soit... Revenons, voilà, tu donc, dis jump. Jump, et il me dit jusqu'où, voilà, donc on est en décembre 2019, et là en janvier, et pourquoi je choisis, et là en janvier je pose ma démission, mais je choisis ma démission de manière à avoir un bargaining power, parce qu'en 2020, il y a la Coupe d'Europe qui arrive en juillet, et je sais que si je démissionne en janvier, ils vont jamais me laisser partir, ils vont activer une sorte de clause de rétention, où je vais pouvoir négocier un maximum de choses. Donc, j'ai négocié salaire double pendant les 6 mois, avec désolée, mais c'est... En fait, quand tu vas en négociation, il faut toujours aller quand on a... le rapport de force. Quand le rapport de force en te faveur. Oui. Et il faut toujours aller en sachant quel est son prix minimum. Voilà. En fait, il faut toujours aller. Et il faut toujours se dire... En dessous de ça, je me lève, je pars. Et je me lève, je pars vraiment. Et être, voilà, je pars pas en disant, tu me rappelles pas. Exactement, et être confortable en disant, ça peut arriver à je pars.
Et si je pars, je suis confortable. Vraiment, psychologiquement, se rendre confortable avec cette idée, c'est pas que chercher une alternative où on va se caser, non. C'est mentalement se préparer à se dire, même si je pars, j'ai rien. Et moi, souvent, quand le pire scénario n'est pas ma mort ou la mort de mes proches, ça me fait pas peur. Je me dis, c'est la vie et la vie, elle est magnifique, elle est belle, on peut toujours se refaire, c'est pas très grave. Donc, si le pire qui puisse arriver, c'est pas la mort ou la mort de mes proches, même pas peur. Et donc, du coup, quand je négocie ça... Mais d'où te vient l'idée de dire que tu veux doubler ton salaire qui est déjà... Mais c'est quelque chose d'attention. Non, mais en fait, quand on est à ce niveau-là, quand on est dans les comités exécutifs, ouais, en fait, tu vois on les sait, chiffres ben aussi. oui, Ouais, on voit les chiffres et on sait ce qui est possible. Ouais, c'est vrai. On sait, c'est un autre monde, en fait. C'est dans les entreprises. Avant d'arriver là, on ne se rend pas compte, en fait. Quand on négocie nos petits 5%, machin, on a l'impression que c'est énorme et tout, mais c'est... Non. C'est drôle, tu sais, ce qui me fait rigoler quand je t'entends parler, ça me rappelle encore les gens qui me disent « Ah, moi, je gagne très bien ma vie. Tu gagnes combien? Je gagne 2000 euros. Oh. Il y a beaucoup de gens qui me disent, beaucoup de gens qui me disent, tu gagnes, moi je gagne très bien ma vie, combien? Parfois, je te dis 2500, tu dis, mais bon. Ok, soit, chacun son prisme, mais à quel moment tu dis que 2000 euros ou 2500 euros, c'est énorme. Et ça, c'est le système qui nous façonne comme ça, tu vois. C'est ça que je suis très content que tu sois à l'aise pour parler des chiffres. Non, c'est sûr. Et même à ton niveau, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que ça. Mais bien sûr, évidemment. Moi, je me souviens à l'époque, en banque d'affaires, quand j'étais à 90, j'avais des collègues qui avaient des bonus d'1 million, qui étaient 3 ans plus vieux que moi, qui avaient des bonus d'1 million. 1 million de pentes par an. Je me souviens. C'est pas... Oh oui, non. Après, en fait, quand on est exposé à ça, après, on devient assez décomplexé. Ouais, en fait, c'est ça qui fait quand tu reviens, tu dis, mais... Oui, 180, c'est rien, en fait. Que c'est possible, en fait. Déjà, du coup, tu peux oser. Ouais. Donc, et dans les 6 derniers mois, tu doubles tout. Oui, exactement. Donc, on double tout, clause de rétention. Parce que forcément, il faut me garder jusqu'à la Coupe d'Europe. On ne va pas laisser partie de la patronne la data alors qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive, c'est pas possible. Donc, je reste jusqu'à la Coupe d'Europe. Mais quand je pars quand même, quand je démissionne, il faut savoir que mes stock options, je devais les vestir sur 6 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai des collègues qui sont restés ces 6 ans-là et qui partent avec plusieurs millions d'euros. Non. Si. Mais je savais en partant. Hein. Je savais en partant que les 2 premières années que j'avais faites, c'était déjà à peu près 2 millions d'euros. Et quand je partais, j'y renonçais. Je savais déjà. Parce que tu ne peux pas les récupérer à ce moment-là. Il faut rester jusqu'au bout pour pouvoir tous les récupérer. Je savais déjà. Mais pourquoi t'es pas resté, c'est ça ton côté peut-être. 6 ans. Mais oui, mais non. Pourquoi t'es pas resté 6 ans et prendre tous tes millions et tu te bats? Mais c'est parce que je me suis dit, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Qu'est-ce qui se passe si demain un camion m'écrase? Je vais rester. En plus, j'ai pas des goûts de luxe en fait. Donc je me dis, mais pour manger le poisson braisé à Daido là, est-ce qu'il me faut avoir des millions d'euros? Non. Voilà. La vie, ça peut j'ai toujours eu le sentiment que tout peut se passer et qu'il faut que je sois pleinement heureuse tout le temps que j'ai sur Terre. Je ne sais pas combien de temps j'ai sur Terre, mais il faut que je me réalise, il faut que je sois remplie d'énergie positive pour donner une énergie positive aux autres. Et si finit 4 ans malheureuse, finit exsangue avec 50 kilos de plus, c'est pas terrible. Parce que moi, quand je suis malheureuse, je mange mes émotions. Ouais. Et du coup, ça valait pas le coup. En fait, à chaque fois, tu te dis quel est le prix que je donne à ma vie. C'est ça, en fait, quel est le prix que je donne à ma vie. En fait, c'est le mal-être qui te pousse à partir. Oui, en fait, c'est ça. C'est pas le travail mais en lui-même. En fait, c'est l'équivalent entre ce mal-être et le fait que tu vois l'énergie positive. Tu as autre chose qui te remplit d'énergie positive et tu sens que c'est là. Et la troisième chose, je dis, mes enfants. Et je me dis, le fait de rentrer, ils sont aussi avec leurs grands-parents. Et cet amour inconditionnel, parce qu'un enfant, finalement, c'est comme une plante. On l'arrose avec de l'amour inconditionnel. Et se dire, en Afrique, cet amour inconditionnel des grands-parents. Il ne se pose pas certaines questions. Voilà, c'est ça. Il ne se pose pas certaines questions. C'est ça. Donc, du coup, d'ailleurs, quand je pars, je pense que mon patron, il pense que je suis folle. Parce que dans l'univers dans lequel il vit, personne n'a jamais fait ça. Non, personne n'a jamais fait ça. Et vraiment, et il me dit, mais en plus, à l'époque Covid, il me dit, mais au Cameroun, les hôpitaux, il y a d'avoir 2 respirateurs, un à la présidence, un à la primature. Il ne comprend pas. Il me dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu restes? Et je lui réponds, il faudrait que tu arrives à faire en sorte qu'une journée dure plus de 24 heures. Parce que j'ai besoin de temps pour travailler chez toi et j'ai besoin de 24 heures pour bosser sur ce que j'ai envie de bosser. Mais donc c'est impossible.
Et donc là, je pars. Je pars, voilà, je finis mon contrat en juillet. On remplit les conteneurs au mois d'août et on rentre au Cameroun. Avec ton petit chèque quand même. Tu rentres pas. Ah oui, non, je rentre. Non, je rentre. Ouais, tu rentres bien quand même. Voilà, non. Tu n'es pas à plaindre. Non, je rentre bien. Tu as bien blendé c'est ça. La sortie quand même. Non, vraiment. Mais tu perds quand même des millions. Voilà. Non, je rentre très bien, je rentre dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, quand je rentre, en fait, c'est marrant parce que quand je crée Ijara, je ne sais même pas que je vais aller lever. Je me dis, avec mes petites économies, je vais bootstrapper, donc voilà, développer la boîte jusqu'à ce qu'elle arrive à un certain niveau, ou peut-être je pourrais avoir des associés ou des prêts à la banque et tout. Mais dans ma tête, je vais le faire avec mes petites économies, tu vois. Et d'ailleurs, ce que j'avais prévu de mettre dans Ijara, je crois que vers le mois de décembre, j'avais déjà épuisé et je me disais, mais on fait comment et tout. Et là, du coup, je dis à mon mari, mais si on vendait, parce qu'on a investi beaucoup en immobilier ici, je dis, si on vendait un des appartements qu'on a, il a toujours dit, oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Je me dis, mais il est fou. Enfin, je me dis, mais tu ne peux pas toujours... À chaque fois, j'ai quand même des fois envie qu'il fasse un peu moins confiance et qu'il me dise, quand même, t'es folle, c'est pour les enfants, c'est le patrimoine des enfants. Mais à chaque fois, il dit, non, si tu y crois, si tu crois vraiment à ta boîte, je dis, oui. Il dit, ben non, mais moi, je suis confortable. Finalement, on n'a pas eu à le faire parce que j'ai eu la chance de me faire financer autrement. Mais je pense aussi que c'est important dans mon parcours, peut-être je ne l'ai pas assez souligné, de toujours avoir eu ce type de support. Voilà, toute mon enfance, c'était mon papa, ma maman. Voilà, et ensuite mon mari, voilà, il a toujours pris le relais. Même quand j'ai des doutes, il n'a jamais aucun doute. Je précise qu'il est africain. Ah oui, mon mari, il est de maman camerounaise, de papa est sénégalais. Oui. Donc, il est africain. C'est pour dire qu'on va se dire, non, son mari, c'est un blanc. Non, c'est pas un blanc. Non, c'est un vrai africain. Qui réfléchit comme ça. Il parle douala couramment parce qu'il a grandi avec sa maman. Donc, c'est un vrai Africain qui parle le patois du village. Donc, moi, je parle même pas le patois. Donc, c'est un vrai Africain. Mais, vous êtes à l'aise au Cameroun? Ah oui. Mais moi, je dis, je suis à mon paradis sur terre. Vraiment. Et je le pense sincèrement quand je le dis. Au Cameroun? Au Cameroun. À Douala? À Douala. Vraiment, je le pense sincèrement quand je le dis. Je suis dans mon paradis sur terre. Les enfants sont à l'aise? Ah ben les enfants, d'ailleurs c'est marrant parce que les enfants, dans les écoles dans lesquelles ils étaient, des écoles privées, hyper climatisées, hyper spacieuses, des bibliothèques partout. Et là on les a mis dans une petite école de quartier et ils sont hyper heureux. Mais hyper heureux. Les enfants, je vois, en fait c'est comme des fleurs qui s'ouvrent, ils discutent, ils ont pris confiance en eux, c'est extraordinaire quoi. Et d'ailleurs, je demandais récemment à mon fils de 6 ans, tu veux faire quoi demain et tout. Il me dit, bon, je vais être pilote, docteur et coiffeur. Bon, coiffeur, j'ai pas très bien. Il va coiffer dans l'avion, tu vois. C'est ça, j'ai pas très bien compris. Et vous allez dire à quel point, même à 6 ans, tu vois, ils se projettent. Forcément, parce que les modèles qu'ils ont à la télévision, ils voient des ministres, des présidents noirs, ils voient des hommes d'affaires noirs, ils voient... Ouais. Comme nous, en fait, quand on a grandi au pays, on a grandi avec les photos Vuitton, les Mutuagway. C'est vrai que quelqu'un, tu le dis, mais c'est vrai que quelqu'un qui grandit, tu es la deuxième personne qui dit ça. Moulay, il m'a dit la même chose, c'est qu'il ne voulait absolument pas, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est rentré en Afrique, que ses enfants grandissent dans un endroit où ils sont minoritaires. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence. Parce que tu sais que tu peux tout faire. Tu peux être président de la République. Oui, ouais. Tu vois, alors quand tu es ici, tu te dis pas ça. Oui, tu te dis pas ça. Tu peux être... Tu peux être footballeur. Oui, mais c'est ça. Tu peux être musicien, rappeur, exactement. C'est vrai que tu as raison. Tu as raison. De toute façon, Et aujourd'hui, on va sortir là-dessus. Ijara. Oui. Mais finalement, tu vois, quand on connaît un peu mieux ton histoire, on se dit, mais c'est normal qu'elle réussisse. Ouais. Elle vient de tellement loin, elle a accumulé tellement d'expérience, parce qu'il faut le dire, elle a accumulé tellement d'expérience que elle a quand même un recul qui fait que c'est pas la fille qui débarque dans le business comme ça. Parce que il faut bien comprendre que quand tu es dans un COMEX, en fait, tu participes à la direction de l'entreprise. Tu n'es pas juste quelqu'un qui exécute. Non, tu réfléchis la stratégie de la boîte. Toi, les postes que tu as fait ont fait quand même que... dans plusieurs secteurs, tu as côtoyé des gens qui t'ont inspiré. Non, c'est vrai. Et en plus, quand on est au COMEX, même si on est directeur data ou directeur financier,
La particularité, c'est qu'on doit s'intéresser à toute la boîte. Ouais. Donc, on doit intervenir sur tous les sujets, pas seulement les sujets de son département, sinon on n'est que manager. Sinon, c'est le rôle du manager data. Donc, au COMEX, c'est vraiment à ce niveau de responsabilité. Ouais. Et aussi, tu vois, et c'est pour ça que j'adore aussi être rentrée d'avoir créé cette boîte-là, parce que je vois aussi tous mes juniors que j'ai embauchés en 2020, qui sont aujourd'hui, certains sont aujourd'hui dans mon COMEX, Ijara, peuvent interagir avec le board, tu vois, et je me dis, waouh. Mais finalement, quand on a eu ces postes-là ici, on a eu aussi à gérer finalement des juniors qu'on a dû faire progresser pour devenir middle manager et tout. Et je me rends compte que les êtres humains se ressemblent et que quand on traite les gens avec respect, quand on les rémunère au salaire convenablement, on donne des avantages. À Ijara, par exemple, le lunch est offert pour tout le monde tous les midis. Depuis le début? Depuis le début. Non, depuis qu'on a levé le CID. Ah, voilà. Depuis parce que je n'avais pas les moyens. Ouais. Et justement, et depuis qu'on a levé la série A, la mutuelle, pour eux et leur famille aussi est incluse. Donc, à chaque fois qu'on lève, on fait des choses. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, quand on a levé le CID, j'ai dit la première année, si on fait le budget, on fait un séminaire, voilà. Et on a fait un gros séminaire à Assini où j'ai fait prendre l'avion à toute la boîte. Wow, et c'est la première fois qu'ils avaient les passeports, qu'ils prenaient l'avion. Imagine nos jeunes qui vraiment, enfin. Moi, j'ai des jeunes qui n'ont pas fait l'étude à l'extérieur, qui viennent souvent de backgrounds très compliqués. De toute façon, je sais de quoi tu... Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'avais mis en place le lunch, parce que je me rendais compte que les gens étaient peut-être bien payés, mais je n'étais pas sûre qu'ils avaient un repas avec du poulet, la viande tous les midis, parce que quand ton salaire doit nourrir 5, 6, 7 personnes, c'est pas évident de pas manger que du riz sauté ou du tapioca, et c'est pas évident, toi même si tu travailles, et te dis je vais bien manger. Alors je me suis dit, je veux qu'ils aient cet écosystème un peu safe où ils peuvent manger bien sans être coupables parce que c'est offert par la boîte. Et quitte à ce qu'ils rentrent à la maison manger le tapioca parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se payer parce qu'il y a 7 personnes à gérer. Il n'y a pas de souci. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Donc moi, dans cette aventure, en fait, c'est vrai que souvent, on parle beaucoup de la levée de fonds, on parle beaucoup de tout ça, mais même si ça s'arrêtait aujourd'hui, pour moi, ce serait une réussite extraordinaire. Parce que cette équipe-là, je sais que dans ces jeunes, ce que j'ai mis en eux ne va jamais partir. J'ai mis en eux cette confiance en eux, le fait qu'ils ne doivent pas accepter n'importe quoi d'un patron, un bon leader, celui qui les traite avec respect. Ils peuvent aussi faire leur travail avec une éthique de travail que j'ai rarement vue. D'ailleurs, quand j'ai beaucoup de gens à diaspora qui me disent « Mais comment tu fais avec les développeurs ?» Moi, j'ai eu que des gens qui essaient de jongler et tout. Oui. Non, mais je tiens à le souligner ici, parce que c'est vrai que on a tendance à ne se souvenir que des trains qui viennent en retard. Bien sûr. Et donc, je l'ai souvent dit, comme je dénonce souvent les collaborateurs qui volent et autres, on oublie qu'il y a des collaborateurs qui sont d'une loyauté extraordinaire. Aujourd'hui, par exemple, en partant, parce que là, on a pris de nouveaux bureaux, quand je revenais à Abidjan, quand tu viendras à Abidjan, je t'inviterai dans nos nouveaux bureaux. Je suis très content de nos bureaux. Avec franchement, plaisir. Là, j'ai dit on peut inviter même Macron s'il veut. Ah, mais super. Tiens, chiche. On est super bien placés. On le fait. Oui, invite-le si tu veux. Il va être, non, franchement, on a les nouveaux bureaux vont être, je pense, vraiment très bien. Et en partant, j'ai laissé de l'argent. Voilà, pour pouvoir faire une partie de travail. Parce que là, le bailleur, bien évidemment, il ne va pas tout faire. Ah oui, il fait le minimum possible. Et le reste, c'est toi tout qui fais. Donc, j'ai laissé des sous. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le collaborateur à qui j'ai laissé des sous me dit, en fait, quand vous êtes parti, parce que j'ai laissé des sous quand je suis à l'aéroport. Bien sûr. Il a compté, il m'a donné le chiffre. Mm-hmm. Tout à l'heure, il me dit, je me suis trompé dans le chiffre. Incroyable. Il me dit, en fait, je me suis trompé. Quand je comptais les liasses, j'en ai oublié. Non. Tu vois, incroyable. Tu vois, ça, tu ne le dis pas. Parce que tu ne sais pas comment faire ça. Est-ce que tu as envie de dire... Bien sûr. Mais tu vois, et je profite pour dire, non, il y a des gens exceptionnels. Incroyable. Des gens qui sont d'une vertu rare. C'est ça. Et comme je dis souvent, quand tu tombes sur eux, c'est facile de construire avec eux. Parce que quand on arrive dans une boîte dans laquelle il y a une telle éthique, soit tu te fonds à ça, soit tu pars. Exactement, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu n'as pas d'associé pour tes bêtises. Tu n'as pas d'associé pour tes bêtises. Et non, je suis vraiment très reconnaissant d'avoir des Sans eux, il n'y a pas d'entrepreneur. Je veux dire, l'entrepreneur seul, on ne fait rien. Non. On ne fait rien, on crée de la valeur parce que on a cette synergie de compétences et de gens qui nous font confiance et qui croient en notre vision et qui se donnent à 10 000 % pour cela. D'ailleurs, c'est pour ça que même chez moi, chaque fin d'année, on a un système où je vois les collaborateurs les plus engagés et ils ont des actions Ijara parce que je vous dis,
cette boîte, je veux qu'elle aille le plus loin possible, mais je veux surtout que l'histoire retienne qu'elle a créé tellement de millionnaires. Oui, oui, mais bien voilà, sûr, c'est ça, sûr, tout à fait. Parce que, voilà, des jeunes partis de rien qui sont donnés à fond. Depuis l'Afrique, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on peut le faire. Non, exactement. Mais d'ailleurs, souvent, tu sais, le Jara. Jara, ça veut dire lion en bambara, et le I, c'est le I du digital. Et en fait, c'est l'idée de ce côté majestueux, ce côté puissance qu'on ne voit pas, parce que nous sommes aujourd'hui les tout petits, les petits poussets. Et dans ma tête, je me disais, si un Zuckerberg peut se lever là-bas à Silicon Valley, faire son truc de Facebook là, et tout le monde dans le monde entier l'utilise, pourquoi on ne pourrait pas commencer quelque chose à Douala et aussi rêver aussi grand? Pourquoi pas? Bien sûr. On dit que le monde de demain, c'est l'Afrique. Ben, faisons-le. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben écoute, franchement, l'interview elle est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me doutais bien que ton parcours avait des pépites dedans, parce que moi, j'ai jamais lu tout ce que tu as dit là. Hein. Et quand je veux... Non, c'est vrai, j'ai jamais parlé de ça. Bah oui. J'ai jamais parlé de ça. Parce que, généralement, c'est pas ce qui intéresse les gens. Malheureusement. C'est-à-dire que, tant la beauté est dans le parcours. Mais les gens laissent le parcours, ils vont le résultat, les chiffres, combien tu gagnes, 10 millions. C'est ça. Comment tu as levé 10 millions. En fait, c'est le plus important. C'est pas le plus beau. Quelqu'un va lever plus que 10 millions. Quelqu'un lèvera toujours plus. Exactement, c'est ça. Quelqu'un, si ce n'est que la performance en termes de chiffres, quelqu'un fera toujours plus. Tout à fait. Mais la beauté de l'histoire, c'est celle-là. Et je suis bien content que tu nous aies partagé ça ici. Et je vous invite à venir l'écouter à Paris, parce que du coup, je suis bien content aussi de t'avoir invité et que tu as accepté d'être avec nous non, mais c'est un plaisir. à Back to Africa de cette année. C'est un peu ça mon challenge, aller chercher de vrais profils, pas juste des gens qui font de l'argent, mais des gens qui ont une histoire, et qui ont un parcours et qui peuvent partager quelque chose pour une Afrique différente. Parce que moi, je l'ai toujours dit, mon but, c'est pas de promouvoir des gens qui gagnent de l'argent. Mon but, c'est de promouvoir des gens qui ont plus que de l'argent. Parce que si ce n'est que de l'argent, il y a déjà beaucoup de gens en Afrique qui ont de l'argent. Tout à fait. Et parfois même acquis n'importe comment. Exactement. Donc, le but, c'est pas juste de promouvoir des gens qui ont de l'argent, c'est de promouvoir des parcours. Parce que ce sont ces parcours-là qui vont inspirer une nouvelle génération de leaders. Donc, franchement, Nelly, bravo pour ton parcours. Même si il y a des gens qui m'ont dit, mais elle a laissé 2 millions. Mais franchement, je pense que l'avenir te donne raison aujourd'hui. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est vrai, parce que si aujourd'hui, je regarde la dernière valo d'Ijara et le pourcentage que j'ai encore, on n'est plus à 2 millions. Ce que j'ai laissé, c'est absolument rien. Après, c'est pas du vrai argent, comme on l'a dit. C'est l'argent du papier, c'est l'argent du papier. Exactement. L'argent des entrepreneurs. C'est ça. Mais c'est une valorisation. Mais bon, c'est ça. Et aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs. Il faut qu'on le mette en œuvre, parce qu'on avait commencé à en parler du fait que tu devais créer du contenu pour promouvoir un peu mieux ce que tu fais. Je pense que avec cette vidéo, les gens vont être abonnés à ta chronique. Parce que, et moi, je l'ai toujours dit, les gens, et c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas, les gens ne me suivent pas parce que ce que je dis, personne ne peut le dire. Les gens suivent d'abord la personne avant de suivre ce qu'il dit. Parce que, et c'est très important de comprendre ça, l'identification que les gens font à la personne avant de s'identifier à son contenu, ou à son entreprise ou à son business. Et je pense que ce que tu as partagé ici va aussi faire que davantage de personnes, quand ils viennent mettre leur argent chez Ijara, c'est pas juste parce que tu vas le multiplier en fait. C'est pour soutenir une histoire et participer aussi à faire que cette boîte-là devienne une licorne. Pourquoi pas? Ah ben oui, pourquoi pas? Everything is possible. En tout cas, merci beaucoup de cette rencontre à Paris. Non, mais et merci à Philippe, parce que, comme tu l'as dit souvent, tu sais, tu as beaucoup de gens qui te suivent et qui sont très contents de ce que tu fais. Tu as beaucoup de détracteurs aussi, et qui disent Philippe, c'est un assoiffé d'argent, il ne fait rien, il ne fait absolument rien sans argent. Et vraiment, je tiens à préciser que Philippe, on s'est croisés à Paris le 20 mai. C'est le deuxième podcast qu'on enregistre, tu m'as jamais demandé un seul euro. Non, jamais. Non. Je t'ai même demandé de me pousser des propositions commerciales pour machin, tu l'as même pas fait. Donc, je tiens à dire à tous les détracteurs, à tous les bienveillants qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire c'est un assoiffé d'argent, il ne fait pas confiance, et ça, voilà, que peut-être, alors qu'il ne m'a pas montré ce côté-là. En fait, les gens, je pense que les gens ne comprennent juste. Et ça, c'est toujours, c'est-à-dire, ça vient toujours des gens qui ne comprennent pas comment fonctionne le business. J'ai toujours dit aux gens, cette chaîne, c'est une chaîne qui parle d'investissement. Je ne viens pas ici pour parler de la foi
ou pour parler de l'amour de la République. Je viens ici pour parler d'argent et d'investissement. Bien sûr. Donc, c'est normal qu'au quotidien, je parle d'argent. D'argent. Et je parle de comment on le gagne. Exactement. Aussi simple que ça. Donc, peut-être que le fait qu'ils m'entendent tout le temps c'est ça. parler d'argent, ils ont fini par se dire, après, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Honnêtement, je préfère même, Oui, dans le bien monde du sûr. business, qu'on se dise, lui, Voilà. faut pas rigoler avec son argent que le contraire. C'est Parce qu'on vrai. on connaît aussi nos mentalités. Mais on connaît nos mentalités, exactement. Donc oui, D'abuser. payez-moi, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas ton argent ne vient C'est pas. ça, c'est question de valeur créée. C'est pas le prix, c'est la valeur. C'est tout, et puis c'est ce que tu disais tout Oui, à l'heure. Je bien pense que. sûr. Et quand les gens parlent tout le temps d'argent, et tu sais, tout à l'heure, ils n'ont juste pas idée du nombre de personnes qui ont eu leur vie changée sur cette chaîne gratuitement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout dépend de comment tu veux voir et percevoir les choses. Tout à Je dis, fait. je ne compte pas le nombre de personnes qui, rien qu'avec le contenu gratuit Mais qu'on bien donne ici, sûr. ont lancé des business, Je m'en font doute de pas. l'argent aujourd'hui, Je m'en ont doute pas. recruté du personnel et ont vu leur vie, Je ont m'en- démissionné, se sont lancés. Oui, je n'en doute pas. Je n'en doute ne pas. compte pas le nombre. Je n'en doute pas. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Mais tu as un individu quelque part qui dit, oh, c'est... Oui, j'accepte. Pas de problème. En tous les cas, Nelly, beaucoup de courage à toi. Peut-être juste nous donner rapidement l'actualité de... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'Ijara, mais sinon ça va être trop long. Trop long. Venez à Paris. Et venez à Paris, tout à fait, exactement. Venez à Paris, prenez vos places pour... Mais je suis très contente que tu demandes l'actualité parce qu'aujourd'hui, quand on enregistre, c'est un jour vraiment aussi historique pour nous. Hein. Tes auditeurs vont le savoir suivant la date où tu publies que le Cameroun est en train de lever 150 milliards d'obligations financières pour financer les projets dans la loi de finances de 2023, la route Yaoundé-Simalem, des barrages, construire des barrages Il n'y a Latigal pas et la tout route ça. Douala-Yaoundé. Il faut la finir. Il y a, mais vraiment, Mais elle n'est pas dans le budget? Non, elle est dans la loi. Finir les projets Oui. qui ont déjà commencé dans la route Douala-Yaoundé et lancer de nouveaux projets. Je préfère qu'ils finissent celle-là qui fasse Yaoundé-Simalène. C'est de la discussion qu'on a tout le temps quand on avait les trésors et ils nous disent qu'il y a des raisons politiques qui vont au-delà de la comptabilité financière. Qu'à cela le tienne, le Cameroun lève la dette pour pouvoir financer ces projets-là et on nous a demandé au plus haut niveau, à Ijara, de pouvoir y participer grâce à la solution qu'on a développée pour permettre au plus grand nombre, parce qu'historiquement, c'est toujours les banques, les élites qui peuvent souscrire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on me demande, la personne du ministère des Finances me demande comment Ijara peut mettre à disposition la plateforme pour pouvoir permettre la souscription, on a des clients. On reçoit énormément de messages clients qui nous demandent « Mais vous avez commencé à distribuer les obligations depuis quelques mois, vous aurez les Cameroun ?» Et c'est là qu'on se rend compte que nous, les Camerounais, on critique beaucoup notre continent, mais on l'adore aussi, notre continent. Parce que j'aurais toujours pensé que les gens se seraient dit « Ah non, mais ça, c'est de la corruption. » Ils ne vont pas payer. Ils ont envie. On a toute une série de personnes qui ont envie. Et on l'a senti au dernier congrès où on était. Et je pense qu'on va le ressentir aussi au Palais des Congrès. Ouais. Qu'on a cette génération d'Africains en général qui ont envie de construire l'Afrique et qui se rendent compte que oui, il y a la corruption, oui, il y a tout, mais il y a ça partout. Et que même si ne serait-ce que 5% de ce qu'on lève va construire ce qu'on veut construire, c'est déjà quelque chose. Oui. Et on va toujours aller quand ça va devenir 10%, 15%. Nous sommes des jeunes nations, 60 ans. La France et l'Angleterre ont fait 100 ans, ont fait que de la guerre. 100 ans, ont fait que de la guerre. Oui. Donc, ils sont conçus sur des millénaires. Nous, on n'a que 60 ans. Oui. Donc ça va arriver. Donc croyez-y. Et je pense que voilà, c'est pertinent pour Oui, bien sûr, quand on promeut les d'autant plus que investissements. maintenant, tu m'as dit que tu peux déjà prendre de l'argent en France. Oui, écoute, oui, en fait, pour ces souscriptions-là, on va tester pour la première fois aussi de pouvoir accepter l'argent de la diaspora. En attendant le lancement officiel pour la diaspora en septembre, c'est un pilote qu'on met en place, mode pré-lancement, donc il y aura un peu de trucs manuels. En fait, on dit souvent en langage de start-up, you have to do things that don't scale. Tu dois faire les choses qui ne sont pas scalables pour pouvoir tester et apprendre, et apprendre rapidement, confirmer ou infirmer tes hypothèses. Donc, c'est ce qu'on va faire côté diaspora pour être vraiment prêt en septembre, tout automatisé, quoi. Super. On espère qu'en septembre, quand tu viendras à Paris, tu auras Oui. tu auras d'autres nouvelles, Ouais. beaucoup plus fraîches, d'autres actualités. Et puis la possibilité pour les gens de souscrire directement. Il Exactement. faut qu'ils prennent un stand. Ça, c'est pas gratuit, Nelly. Non, mais Faut qu'ils- vous voyez là, vous aviez raison. Vous aviez raison. Vous voyez, j'essaie de le flatter, ça ne marche pas. Il fait pas le nord. Non, non. Mais Le t'as palais de raison, congrès, quand oui. on les flatine, tu vois, à la fin, il t'envoie la Il t'envoie facture. la facture. Avec les remerciements. Je tu vois. veux bien te croire. Je veux bien te croire. Non, mais franchement, Ok. bravo. Bravo Ouais, pour la belle merci. histoire. Et on va pousser autant qu'on peut. Hein. Et, moi, j'ai hâte que ta chronique démarre et que les gens
Que les gens... Parce qu'en fait, ça va être une chronique d'éducation. Parce que Oui, bien tant qu'on sûr. parle comme ça d'obligations et autres, les gens ne comprennent pas Ils ne vraiment. comprennent pas, ils ne comprennent pas. Et je pense qu'il faut le mettre, je réfléchissais aussi, je pense qu'il faut le mettre au regard de ceux qui connaissent. Oui. Tu vois, si on compare par exemple à l'immobilier vraiment chez nous, pas l'immobilier comme les Blancs le décrivent, le truc le plus sûr. L'immobilier chez nous, on te vend le terrain 10 fois. Oui. Ou tu dois aller au tribunal, machin. Et tu te dis, bon, finalement, quitte à faire l'immobilier, il faut avoir des terrains très solides. Si tu as juste l'argent pour acheter ça, l'argent pour te défendre, ça peut être compliqué. Donc peut-être que tu peux faire étape 1, je commence à investir dans ce truc-là pour me préparer vraiment financièrement avant de me lancer dans l'immobilier ou même un business sur place. Donc il y a des choses comme ça à matcher pour pas qu'ils se disent à la fin par rapport à tout ce que la chaîne a déjà eu à promouvoir que c'est antinomique, c'est l'un ou l'autre. Déjà, non, il faut diversifier son portefeuille. Mais au-delà de ça, un premier investissement pour préparer un second investissement parce que à un moment donné, quand tu n'as pas assez de trésorerie pour pouvoir renforcer ta position, tu es mort. Ouais. Parce que quand tu es dans le droit, finalement, même si tu te fais, si tu as assez d'argent pour pouvoir poursuivre au tribunal, tu arrives à récupérer ton bien. Oui. Mais il faut avoir les reins solides. Oui. Ouais. Très intéressant. Je me faisais la réflexion, parce qu'avec toi, ça va être la 3e personne qui va avoir une chronique sur la chaîne à part moi, ce qui est inédit. C'est 3 femmes. Non. Et là, on va commencer à dire, mais Philippe est devenu féministe. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, mais tu l'as toujours été. Parce que ça dépend de ce qu'on met derrière. Si c'est non, si c'est le reste. En fait, le truc complémentaire. Bien sûr. Parce que depuis qu'on se connaît, tu as toujours parlé avec beaucoup d'égards de ta femme, du fait que voilà, tu écoutais ce que. Voilà, c'est ça, en fait, être féministe. En fait. C'est être à l'écoute de l'autre, se dire que, on se voit, en tout cas, intellectuellement. Je ne sais pas si dans notre génération, tout le monde n'est pas comme ça. Parce que quand tu parles, j'aime que parfois, enfin pas toi, mais quand j'entends les gens parler de ce que les hommes pensent, les femmes, je me dis, mais ils voient ces gens où en fait? Moi, je vais te dire, parce que moi, les gens que je vois autour de moi, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de copines et malheureusement, j'en ai une bonne moitié qui a divorcé ou en cours de divorce. Et ils sont comme ça jusqu'au moment où... Ils sont comme ça du moment où l'homme est un peu dessus. La fragilité, oui. C'est vrai que les gens manquent beaucoup de confiance. Voilà, et j'ai une copine, dès qu'elle a commencé à gagner plus, il s'est un peu senti... Et du coup, tout ce que tu dis, c'est mais parce que tu... Voilà, et ça commence à faire des tensions. Oui. Donc, du coup, c'est donc, et comme on a une génération... Mais il faut aussi se dire que parfois, le fait que tu gagnes plus aussi, malheureusement, peut... Aussi t'influencer, mais bien sûr. Après, on ne sait pas qui dit quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que je pense que les hommes manquent beaucoup de confiance en eux. Ils se cachent derrière des choses comme l'argent et autres pour ne pas traiter le et la génération, quand je vois la génération, mes fils là en 10 ans et 6 ans, quand je vois les gamines là, je dis qu'ils sont mal barrés. Oui, les gamines de 10 ans là, 8 ans là, elles ne rigolent plus là. Je ne suis même pas sûre qu'on est encore des filles. Je crois qu'on est dans la domination de la femme. Je les vois, leur cousine là les domine carrément. Je dis, waouh. Non, mais. Ça va être compliqué pour ces générations-là. Je dis à mes fils, écoutez, vous êtes beaux, vous allez faire un peu de sport. L'autre a dit quoi là Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit là déjà comme phrase? Le Warman, tu vois qui est le Warman? Oui, le Warman. Il avait dit quoi là? Une phrase qui est devenue culte. Les femmes soumises vont être épousées. Oui. Et les langues de bouche. Oui, c'est vrai. Donc au petit de 8 ans là. Exactement. Les gamines là, il faut qu'on leur donne le mémo parce que sinon... Non, mais qu'elles grandissent et puis c'est tout. Et puis de toute façon, c'est ça qui fait que la culture d'un pays aussi évolue. Hein, oui, bien sûr. L'Afrique dans 100 ans ne sera pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas celle qu'il y avait il y a 50 ans. Il y aura toujours des nostalgiques du passé. Mais de toute façon, c'est toujours la même bataille. Même aux États-Unis, on a des conservateurs qui se battent pour une Amérique. Oui, c'est vrai qu'ils restent. Tout à fait. C'est une bataille qui ne sera pas nouvelle chez nous. Non, tout à fait. Donc, tout à fait. Jusqu'aujourd'hui, les traditionnalistes ce sont les plus nombreux. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Non, c'est vrai. Voilà. Vrai. Merci beaucoup, Nelly. Ben, je t'en prie. Tu reviens nous voir très bientôt, j'espère, dans une chronique. Et à très bientôt. À très bientôt. On arrive au terme de l'interview avec Nelly. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous aussi, vous avez passé un agréable moment. Moi, c'était juste génialissime. Je vous invite bien évidemment. Je t'ai pas demandé, mais on te suit où? Tu vas me donner tes sites, on va les mettre en dessous de l'interview. Tes différents comptes. Ceux qui se demandent c'est quoi Ejara, de quoi elle parle, si vous allez pouvoir aller regarder ce qu'elle fait et comment elle peut vous permettre d'investir en Afrique au travers de son entreprise. Sur ce, à très bientôt. Ciao.